Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et plusieurs sujets dans le grand débrief avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous, bien sûr, 0826 300, vous avez la parole. On va revenir sur le Premier ministre Sébastien Lecornu qui veut raboter certains avantages d'ex-ministre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On vous redira tout, si vous ne l'avez pas entendu, quels sont ces privilèges. Et cette question aussi qui fait grincer des dents, la France doit-elle hisser le drapeau palestinien sur ses mairies pour marquer la reconnaissance de l'État de Palestine au moment où il y a la déclaration la semaine prochaine à l'ONU d'Emmanuel Macron? Là, vous dites non à plus de 80%. Et puis, il y a l'autre question que je pose aussi ce matin sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec la pétition lancée par Philippe de Villiers qui propose d'organiser un référendum national sur l'immigration? Là aussi, vous êtes très largement d'accord. Je lirai en fait quelques réactions. Elisabeth Lévy, vous avez fait votre édito, soyez libre tout à l'heure, sur ce sujet. Vous avez détaillé, hein, bien sûr. Je propose, tiens, Elisabeth et Eric, qu'on écoute un auditeur, justement, Xavier de Bordeaux, qui a réagi, en fait, à cela. Bonjour, Xavier. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sud Radio. Oui. Bonjour, Xavier. Est-ce que vous êtes favorable, vous ? Bah écoutez, le problème c'est que la question, comment elle est posée, moi j'ai lu la pétition de Philippe de Villiers, la question est mal posée parce que déjà on part sur un mauvais constat, on part avec les propos un peu stigmatisants, des propos un peu qui font peur, comme si la France était en train de se déliter complètement, comme si c'était la fin de la civilisation à cause de l'immigration. Enfin bon, déjà on part sur des mauvaises bases. Ensuite, sur le nombre d'inscrits sur cette pétition, c'est un peu du flanc parce que moi aussi, je peux faire une pétition, faire signer des centaines de milliers de personnes avec des bots. Ce sera pas vérifié, invérifiable. Donc, par rapport à la pétition du plomb, on n'a pas toute certitude. Mais sur le fond, sur le fond, je vais vous répondre. Sur le fond. Si vous voulez. Le problème du référendum, c'est que par définition, en général, à moins qu'on fasse comme en Suisse, on répond oui ou non. Le problème, c'est qu'on peut pas poser la question est-ce qu'il faut arrêter ou pas l'immigration. C'est complètement stupide. On peut pas dire non et on peut pas dire non. Il faut arrêter l'immigration. C'est stupide parce que l'immigration, ça fait partie de la normalité dans tous les pays du monde. Il y a toujours un peu d'immigration. En France, je vais vous dire d'ailleurs, on a besoin d'immigration pour faire venir des médecins, pour faire venir des étudiants, pour certaines choses. Quoi. Donc, ce que vous dites, non mais Xavier, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est quelles questions on peut poser sur les conditions. Comment on peut y répondre? Oui, comment on peut y répondre? Non, mais c'est. Alors la question qu'on peut poser, excusez-moi, c'est exactement. En fait, vous quand posez, on vous a soumis la Constitution européenne, on vous a soumis un texte où il y avait 30 articles, et vous avez dit oui ou non. Donc, attendez, pardon Xavier, si ça vous ennuie pas, je vais quand même essayer de finir une phrase. Merci. Donc. On peut soumettre un texte de loi. Moi, je suis pas une fanatique du référendum dans ce domaine. Ce que je dis, c'est que, quoi qu'en pense Xavier, l'immigration est un des phénomènes les plus importants de notre époque. Et d'ailleurs, les partisans de l'immigration nous ont vendu pendant des années que c'était une merveilleuse révolution qui changeait nos vieux pays pour le bien. Il se trouve que la majorité des Européens, en réalité, y compris d'ailleurs beaucoup d'immigrés qui ont fait souche, eux pensent qu'aujourd'hui l'immigration est un facteur aggravant de tout. Et notamment, moi ce que je crois, c'est que c'est sur le plan culturel que c'est le plus grave. C'est-à-dire que les mœurs françaises, il y a des endroits où je peux plus m'habiller en mini-jupe parce que les descendants d'immigrés et un certain nombre d'immigrés viennent de cultures où on n'aime pas, la mini-jupe. Donc, excusez-moi, je l'ai vécu. J'ai été à Épinay-sur-Seine pendant très longtemps. Je ne peux pas m'habiller à Épinay-sur-Seine comme si je ne suis pas absolument libre comme si j'étais n'importe où en France. On a le droit de ne pas vouloir cela. Donc, je voudrais répondre de deux choses, s'il vous plaît, Madame Lévy. Je voudrais vous répondre deux choses. La première chose, c'est que je pense que le problème que vous pointez, il n'est pas lié à l'immigration. Je pense que la cause du problème, elle est liée à l'intégration. Et donc, c'est un autre débat. C'est pas faux complètement. Oui, c'est vrai. Et l'intégration, elle se réalise notamment quand les conditions économiques le permettent. C'est-à-dire quand les gens peuvent les conditions. Alors, Xavier, vous croyez vraiment que l'islamisme, ça vient des conditions économiques, enfin. Attendez, ça vient, et vous avez raison, en fait, des questions en fait d'intégration. C'est vrai, mais quand il y a beaucoup plus de monde, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand le pays change. Et il y a
certains qui agitent aussi un chiffon rouge derrière de la culture, effectivement, d'un changement, de l'islamisation. Non, mais je veux dire, non. Regardez ce qui se passe en Belgique. Est-ce que vous voulez que votre pays devienne comme la Belgique? Alors, le changement, un mot démographie. Ouais. Le changement démographique est un changement culturel. Évidemment qu'il y a un problème d'intégration, mais si vous n'arrêtez pas les flux, vous n'avez strictement aucune licence d'intégrer ceux qui sont là. Économique maintenant, Éric Revel. Parce que c'est intéressant aussi ce qui est. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une analyse à niveau politique et au niveau économique. Politiquement, ce genre de questions, comme celle de la sécurité, l'immigration, ne fait pas partie du logiciel de la gauche. Donc ça a toujours été des sujets tabous pour la gauche que d'aborder les questions de sécurité ou d'immigration. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, on retrouve cette fracture entre les gens de gauche, je caricature un peu, qui sont plutôt pour, et les gens de droite, ou de droite nationale, qui sont plutôt contre l'immigration. Maintenant, d'un point de vue économique, c'est indéniable que, comme en Italie d'ailleurs, la natalité s'effondre en France. Donc, moi, je serais plutôt pour continuer à avoir une croissance positive, pour avoir des quotas d'immigration sur des besoins sectoriels. Mais je serais aussi dans le même temps pour limiter, peut-on le faire encore dans l'espace Schengen, l'immigration illégale? Parce que si on est capable de contrôler l'immigration légale, l'immigration illégale, donc on connaît même pas le chiffre, c'est peut-être 600 000, 700 000 qui sont en France, là c'est un vrai problème, et ça nous obligerait, comme d'ailleurs Macron l'avait dit lors de sa campagne, à renégocier ou essayer de boucher les trous dans la passoire de Schengen. Or, on ne le fait pas. Ouais. Donc, si vous voulez, oui, c'est devenu un sujet pour les Français, l'immigration. Oui, c'est devenu un sujet. Alors, oui, non au référendum, Xavier, ou sous certaines conditions. Xavier, on vous a entendu, merci. Il y a, vous pouvez rester en ligne, Éric, en région parisienne, qui lui dit oui au référendum. Bonjour, Éric. Bonjour. Bon. Alors, première des choses, je suis issu de l'immigration. Ouais, d'accord. Donc je suis parfaitement à l'aise avec le sujet. Alors, l'intégration, les conditions économiques, tout ça, je suis d'accord. Mais l'intégration se fait avant tout par les gens. C'est-à-dire que les immigrés, comme moi j'en suis issu, la volonté de s'intégrer, elle doit être faite d'abord de ce côté-là. Après, le reste, tout ça, ça suit. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui. Quand mes parents sont arrivés, leur père a francisé, c'est un exemple, mais c'est excessif. Ouais. Il a francisé les prénoms. Vous entendez bien? Il a francisé des prénoms d'autorité. Il a dit, maintenant on est en France, je vous donne un prénom français. Bon, c'était plus facile parce que c'était l'Italie. Pour connaître. Vous êtes d'origine italienne, hein, c'est ça, oui. C'est ça, c'est ça. Et je peux vous garantir que les difficultés qu'ont connues les Italiens, elles sont connues. Après la guerre, bien sûr. À l'école primaire, je vais vous donner un exemple, à l'école primaire, ça ferait bondir tout le monde. Ma mère me racontait que les enfants italiens étaient mis de côté et on regardait devant tout le monde s'ils avaient des poux dans les cheveux. Non mais c'est vrai. Actuellement, ça n'existe plus. Hein. Non, mais c'est pour vous dire. Donc, l'intégration, elle se fait avant tout par les gens qui viennent. S'ils acceptent de vivre comme nous, maintenant je dis comme nous, vous voyez, comme un vrai Français, bon. Mais on peut accepter certaines différences, non, Éric, quand même, bien sûr, et des cultures, d'apport de culture. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, moi je vois dans la communauté italienne, dans la communauté française et d'autres, ce qui met les gens hors d'eux, vraiment, c'est de voir dans nos rues des femmes jeunes, voilées, des choses comme ça, qui sont d'ailleurs une transposition d'un mode de vie dans un autre mode de vie. Et ça, il faut bien le comprendre. Tout le reste, après, on peut discuter. Mais vous avez raison. Ça fait un choc. Un choc. Merci, Éric. Un mot, Elisabeth Lévy. On marquera une petite pause. Non, mais c'est la différence. C'est pour ça que les gens qui sont contre l'immigration ne sont pas des gens racistes. C'est exactement la différence entre une société multiculturelle où les gens, c'est la société McDo, venez comme vous êtes, et ça ne marche pas même dans les pays qui sont de tradition multiculturelle. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Et les sociétés assimilationnistes comme la nôtre, où
on n'abandonne pas tout. Les Juifs à qui on a demandé, à qui Napoléon a dit, si vous voulez, a demandé un certain nombre de choses, ils n'ont pas tout abandonné. C'est pas vrai. L'assimilation, c'est pas vous devenez quelqu'un d'autre. Ça veut dire que dans l'espace public, vous adoptez les mœurs de votre pays. Mais pour cela, il faut qu'on l'exige, il faut qu'on le demande. La réalité, c'est que les immigrés ne sont absolument pas responsables, et ça, je tiens à le dire, si vous voulez, de ce qu'on les a laissés faire dans un certain nombre de... Voilà, pardon Eric, je suis trop long. Non, je voulais dire, j'ai beaucoup aimé le témoignage de notre Eric. Parce que qui a posé le problème. Xavier aussi, bien sûr. Toutes les difficultés qu'ont eu, par exemple, les Italiens à être intégrés. C'est le très beau roman de Cavana, l'Hérital, où il raconte sa propre vie, les difficultés de s'intégrer. Mais, j'allais dire, il partait de moins loin, si j'ose dire. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Polonais, ça n'a pas été facile de venir en France. On les traitait de Polacs, on les traitait de Portos, etc. Mais la différence, c'est qu'ils venaient de moins loin parce que le socle culturel avait des intersections communes. On appelle ça la civilisation judéo-chrétienne. Mais c'est pas faux. Si vous voulez, c'est pas faux. C'est-à-dire que ces Européens qui sont venus travailler en France dans des conditions difficiles, qui ont parfois été traités comme des chiens, ils venaient de, si j'allais dire, géographiquement et culturellement, de moins loin. Oui, mais ils arrivaient dans des sociétés qui étaient encore fières de sa culture. Quand vous dites aux gens toute la journée que notre pays est tout dégoûtant, raciste, colonialiste, sexiste, je sais pas quoi encore, et qu'il n'a fait que des horreurs dans sa vie, à qui ça donne envie? Nous poursuivons 0826 300 300. Des privilèges, ça existe encore d'anciens ministres? Moi j'ai vu Eric Revel arriver, avec son chauffeur. Alors il veut les raboter. Et sa chaise à porteur. Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300, on en parle dans un instant, le grand débrief sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Dans un instant, dans le grand débrief, hashtag, on en parle avec cette agression, une nouvelle agression de policiers du côté de Tourcoing, mais je le disais, et ça appelle déjà au 0826 300 300. De Reims. Pourquoi c'est après Tourcoing. Après Tourcoing, il y avait eu Tourcoing, cette agression, et là une nouvelle à Reims. Et là c'est Reims, oui, vous allez y revenir absolument, mon cher Benjamin Glaise. Juste sur les privilèges, ou les avantages, je ne sais pas si ce sont des privilèges, d'anciens ministres. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut les raboter ou pas? Évidemment, dès qu'on pose la question sur les réseaux sociaux, c'est plutôt oui. Il y a Pascal qui est avec nous. Pascal avec un E, donc une femme à Nogent-sur-Marne. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Patrick, bonjour Elisabeth. Bonjour. Qu'en pensez-vous? Oui, déjà vous avez un petit peu introduit parce que quand on parle de privilèges, la première chose qui m'est venue, il faudrait déjà qu'on parle des avantages. On parle des privilèges des anciens ministres, mais on ferait bien aussi de faire le ménage dans les avantages et privilèges aussi en cours d'exercice. Et pas que les premiers ministres, alors comme toujours, voilà, c'est un sujet, donc c'est encore une réponse simple. Je pense que le gouvernement serait plus inspiré de s'attaquer à tous les... je comprends qu'il faut qu'il y ait des avantages, etc., comme on en a en entreprise. Mais je crains que ce soit encore une sucette qu'on donne pour faire plaisir et qu'il ne se passe à rien. On a un bon exemple d'un ancien Premier ministre qui a un très bon poste à la RATP et qui se déplace en métro avec son sac à dos. Dans les avantages et dans les privilèges à vie, il y a quand même le fait d'avoir simplement été déjà à ces postes-là vous ouvre tellement de portes après que on peut se poser des questions. Ça, c'est le pantouflage aussi, notamment des énarques qui peuvent aller en fait ailleurs. Oui, c'est vrai. Exactement, et à Bruxelles et ailleurs, etc. Et qui cumulent. Donc je pense que le chantier devrait être beaucoup plus vaste que le petit arbre là qu'on est en train de nous agiter. C'est même pas un arbre, c'est un rameau, et qui cache une forêt à laquelle on veut pas vraiment. Alors oui, Pascal, non mais je comprends. Vous dites c'est plus symbolique pour donner une sucette à un os à ronger, diraient certains. Éric Revel, qu'est-ce que vous en pensez?
pensez de ce que vient de dire Pascal? C'était plus joli une sucette comme image. Oui, c'était plus délicat, pardon. Vous voyez, il y a Pascal qui est délicate et moi... Voilà. Et vous, moi, je préfère le rameau cachant la forêt. C'est assez difficile, bon. Mais c'est assez bien vu. C'est assez bien vu. Oui. Ça m'est venu d'un coup. Oui, bravo Pascal. Bravo, non, mais c'est vrai que c'est une banalité de le rappeler. Bon, c'est complètement symbolique. C'est quelques millions d'euros. Mais on dit souvent, une fois qu'on a dit ça, que la politique, c'est des symboles et que donc, il faut que tout le monde se serre la ceinture. Mais vous savez, ce qu'on oublie, c'est que ça ne touche pas seulement que les premiers ministres, tout ça. Oui. Ça touche tous les ministres qui ont eu des postes régaliens. Un ministre de la Défense, un ministre de l'Intérieur conserve une voiture aussi et un chauffeur. Alors, en tout, bon, ça représente peut-être, à la louche, je vais vous dire ça, peut-être 10 millions d'euros, le tout, hein, pour les premiers ministres, et les autres. Bon, mais c'est vrai que par rapport à nos 170 milliards d'euros de déficit budgétaire prévu pour cette année, si vous voulez, c'est pas grand-chose. Bon, mais le cornu, peut-être que c'est ce qu'il appelle sa rupture, puisqu'il a dit qu'il changeait de méthode et qu'il allait faire des ruptures. Mais si c'est que ça, c'est pas énorme. Et puis si j'osais faire un peu d'humour, Patrick, je dirais attention quand même, parce que vous voyez, par exemple, les cheminots, la SNCF, vous expliquent que si on modifie leur système de retraite, ils ont signé pour avoir un système de retraite comme il était avant. Donc peut-être qu'on va voir la grève des premiers ministres. On va voir la grève des premiers ministres. Ils vont arrêter de faire quoi en fait. Alors là, moi je suis totalement contre cette mesure. D'abord, je déteste qu'on appuie sur l'affect, disons sans culotte et Robespierre et des Français. Et puis c'est se moquer du monde parce que, et en fait il y a une expression que je n'aime pas du tout, c'est le train de vie de l'État. Parce que quand on dit le train de vie de l'État, les gens pensent que à Matignon et les anciens mangent des ortolans, si vous voulez. D'abord, on n'est pas un petit État, on n'est pas une petite république bananière. On n'est pas une petite république bananière que l'on puisse protéger nos anciens ministres de l'Intérieur ou de la Défense et qu'ils puissent continuer à avoir une activité politique, ça ne me dérange absolument pas. Mais comment dire, le train de vie de l'État, c'est les fonctionnaires. C'est ça le train de vie de l'État. Alors, donc arrêtons de faire croire aux Français que en enlevant quelques trucs comme ça, on change quoi que ce soit. C'est leur mentir. Bon, en tout cas, ce sont des symboles, c'est ce que disait aussi Pascal, et c'est parfois une politique qu'on a fait aussi à travers des symboles. Et c'est vrai, vous... eh bien, moi, je ne veux pas de cette sucette. Encore récemment, on me disait, oui, mais il y a plein d'autres choses dans la haute administration, avec des chauffeurs, etc., qu'il faudrait revoir, et qui ne sont pas forcément indispensables. Je pense qu'on va s'y pencher beaucoup dans les jours qui viennent. Allez, hashtag on en parle avec vous, mon cher Benjamin Glaise. Encore une agression donc de policiers en France, on le disait après Tourcoing, donc c'est Reims qui a été touché. Dites-nous alors. L'attaque s'est produite samedi soir en plein centre-ville. Des policiers s'étaient rassemblés après le service pour un pot de départ dans un restaurant situé à quelques encablures du commissariat. 7 de leurs collègues s'apprêtaient à les rejoindre lorsqu'un groupe d'individus leur est tombé dessus. S'ensuit un véritable lynchage. Les policiers sont mis au sol, tabassés. Un témoin a filmé la scène qui a partagé ensuite sur les réseaux sociaux cette vidéo. Cheville cassée, nez fracturé, l'un des policiers souffre d'un traumatisme crânien après avoir reçu des coups de boucle de ceinture sur la tête. 2 individus ont depuis été interpellés, mis en examen. Ils sont âgés de 26 et 27 ans, originaires de Mayotte. Tous les 2 sont en récidive légale pour des faits de violence. L'un d'eux sortait même de prison depuis 4 jours. Bon, à chaque fois c'est le même scénario, quoi. Malheureusement, quoi. Et puis on s'attaque à des forces de l'ordre, quoi. Elisabeth Lévy. Je vais dire des banalités. Non, évidemment, la question de la sanction est fondamentale, mais la sanction suffit pas à rétablir la peur, en fait, parce que le problème, c'est que c'est les policiers maintenant qui ont peur dans notre pays. Moi, je vais vous dire une chose qui va vous choquer, je ne veux pas d'une police de cow-boy, mais je crois qu'il faut rendre à la police le droit d'user de la force. Il faut que les gens qui s'attaquent, il faut que les gens qui attaquent des... Oui, mais enfin, vous savez très bien qu'ils le font à chaque fois qu'ils le font, ils ont des... Vous avez vu à Marseille l'autre jour. Ça arrive. Excusez-moi, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à mon avis, je crois qu'il faut que les voyous aient peur, qu'ils sachent que c'est eux qui prennent un risque. Quand ils attaquent un policier, en fait, ils pensent qu'ils risquent rien. Et
malheureusement, ils ont souvent raison. Donc, il faut que ce soit eux qui aient peur. Voilà. Éric Revel, pas mieux. Non, mais je pense que dès l'instant où on s'en prend à un policier, à un pompier, etc., il faut qu'il y ait une peine de prison, de ce que vous voulez. Mais parce que sinon, si vous voulez, les policiers, eux, de leur côté, évidemment, ils regardent à deux fois avant de tirer avec une arme, puisqu'ils savent qu'ils sont aussi, auscultés, observés. Et puis le voyou, la racaille, elle a pas peur de la sanction, puisque en gros, comme le dit Elisabeth, il y en aura pas ou peu. Il faut que la peur change de camp, sinon on s'en sortira pas. Qu'en pensez-vous? Alors justement, j'aimerais vous entendre. Est-ce que la peur doit changer de camp? Comment avec des policiers de nouveau donc blessés, agressés? C'était à Reims, il y a eu Tourcoing, il y a eu d'autres villes évidemment. 0826 300 300. Vous avez la parole encore dans un instant. Manu vous attend au standard dans La Vérité en face avec Jean-François Killy. Vous pouvez revenir aussi sur les privilèges. Je sais que ça continue de réagir. Est-ce qu'il faut continuer de les raboter? Et même aussi cette question du référendum sur l'immigration. Bien sûr, Jean-François abordera aussi les drapeaux palestiniens aux mairies tout à l'heure dans La Vérité en face. Un mot aussi pour vous dire que c'est Patricia de Brive qui a gagné la station météo connectée, la Cross Technologie. C'est une station météo SW404. Intéressant ça. Moi j'avais la 405, mais la 404 j'avais pas. Évidemment. Et il est resté très enfant. C'est ça. Non, mais j'aurais bien voulu avoir la 404 aussi. Peugeot si possible. C'est une. Vous faites la pub, la promo de SW404. La Cross Technologie météo. Très belle station météo. Je sais qu'il y en a certains dans la rédaction qui veulent se la procurer, mais non. C'est uniquement ceux qui ont envoyé le mot Sud au 720-18 pour cette station météo. C'est Patricia de Brive qui l'a gagné. Et demain, on rejouera, on continuera. D'accord? J'ai encore ma chance demain alors. Absolument. Jean-François Killy, dans un instant.